le 2 juillet 1944. Cambridge, Massachusetts. À l'intérieur du bâtiment de briques de la laboratoire Kraft de l'université Harvard, un fracas mécanique continu et assourdissant résonne. Le son ressemble au fonctionnement d'une immense usine textile où des milliers de métiers à tisser claquent simultanément leurs navettes métalliques. Mais ici, on ne fabrique pas de tissu. Ici, on effectue des calculs dont dépendent les vies de milliers de soldats sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. La porte du laboratoire s'ouvre et une femme miniature, vêtue d'un uniforme strict bleu marine de la marine des États-Unis, entre. Elle a 37 ans. Les insignes d'un sous-lieutenant brillent sur son col. Elle s'appelle Grace Brewster Murray Hopper. Elle fait quelques pas sur le plancher en bois et s'immobilise, stupéfaite par le spectacle qui s'offre à elle. Le long de tout le mur du laboratoire s'étend une machine colossale. C'est le Mark-1, un calculateur automatique contrôlé par une séquence de commandes. Ses dimensions sont stupéfiantes, 51 pieds de long, 8 pieds de haut et 2 pieds de profondeur. Cette masse métallique pèse 5 tonnes. Son squelette d'acier supporte plus de 750 000 pièces. À l'intérieur de la machine se cachent 500 miles de fils et plus de 3 millions de connexions. Tout cela est mis en mouvement par un arbre rotatif massif relié à un moteur électrique d'une puissance de 5 chevaux. La machine respire, clique, étincelle et dégage des ondes de chaleur. Un officier grand et sévère sort de la salle de contrôle. Le capitaine de corvette Howard Aiken, le principal créateur de ce léviathan électromécanique. Il regarde le sous-lieutenant Hopper sans perdre de temps en salutations formelles. « Où étiez-vous » demande sèchement Aiken, comme s'il attendait son apparition depuis plusieurs mois déjà. Sans attendre de réponse, il désigne le volume massif sur la table et la machine elle-même. Voici le livre des codes. Et voici la machine à calculer. J'ai besoin que vous calculiez les coefficients d'interpolation pour l'arc tangente d'ici jeudi matin. Pour Grace Hopper, ce moment a marqué un point de non-retour. À cette seconde, le concept de programmeur informatique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait tout simplement pas. Les machines n'avaient pas d'écran, de clavier ou de système d'exploitation. Interagir avec un ordinateur nécessitait une intervention physique et littérale dans son fonctionnement. Pour faire résoudre une équation par le Mark I, il fallait traduire le problème mathématique en une séquence d'opérations arithmétiques de base, puis convertir ces opérations en code machine, le seul langage que cette montagne de métal comprenait. Grace n'était pas novice en matière de défis complexes. Née en 1906 à New York, elle a fait preuve dès son plus jeune âge d'une curiosité technique insatiable. Un jour, à l'âge de 7 ans, désireuse de comprendre le fonctionnement du temps, elle a démonté 7 réveils de maison avant que sa mère ne parvienne à l'arrêter. Cette passion pour l'analyse l'a conduite au Vassar College, puis à l'université Yale, où, en 1934, elle est devenue l'une des rares femmes de son époque à obtenir un doctorat en mathématiques. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, Grace était déterminée à servir son pays. Mais la bureaucratie militaire s'est avérée inflexible. À 34 ans, elle était jugée trop âgée pour s'engager, et ses 105 livres ne faisaient que 15 livres de moins que le minimum médical requis. On lui a refusé à plusieurs reprises. La plupart des gens auraient abandonné. Mais pas Grace. Elle a harcelé les bureaux, a exigé des dérogations aux règles et a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Elle a obtenu une autorisation spéciale, a obtenu son diplôme de l'école des aspirants de marine en tête de sa classe et se trouvait maintenant face au plus grand défi mathématique de sa vie. S'approcher du Mark I signifiait entrer dans une lutte avec une machine qui ne pardonnait pas la moindre erreur. Le programme était une longue bande de papier perforée de trous. La bande comportait 24 positions de perforation dans chaque rangée. Chaque combinaison de trous représentait une commande numérique. Pour faire additionner 2 nombres à la machine, Grace devait trouver les bonnes cellules mémoire, écrire la commande de lecture, transmettre les données à l'additionneur,
puis envoyer le résultat dans une nouvelle cellule. Et tout cela exclusivement à l'aide de nombres. Pas de mots, pas de commandes pratiques comme additionner ou imprimer, seulement des rangées infinies de chiffres 0, 1, code octo. Grace et ses collègues, alors appelés simplement codeurs, étaient assis à de longues tables en bois, remplissant des centaines de feuilles de papier avec d'énormes tableaux. Ensuite, ces chiffres étaient méticuleusement transférés à la main sur une bande de papier à l'aide d'une poinçonneuse mécanique. Un seul trou mal poinçonné parmi des milliers signifiait que la machine produirait un résultat fatalement erroné. Et les erreurs dans leur travail coûtaient cher. Le Mark I calculait des tables balistiques pour les canons de navires, des paramètres de détection de mines acoustiques et même, comme Grace le découvrira plus tard, des équations d'implosion complexes pour la création de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Le travail au laboratoire Kraft était épuisant. La machine fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La pièce était étouffante de chaleur dégagée par des milliers de tubes à vide et de relais crépitants. Pour refroidir l'équipement, les ingénieurs devaient apporter d'énormes blocs de glace au laboratoire et les placer devant les ventilateurs. C'est dans cette atmosphère bruyante, chaude et tendue que Grace Hopper passait ses jours et ses nuits. Si un programme échouait au milieu de la nuit, on la réveillait, et en pyjama sous un manteau militaire, elle courait au laboratoire pour chercher l'erreur dans des kilomètres de bandes perforées. C'est Aiken qui lui confia bientôt une autre tâche monumentale, la rédaction du manuel d'utilisation du Mark I. Pendant des mois, Grace a systématisé chaque détail, chaque interrupteur, chaque code possible. Le résultat fut un livre de 500 pages qui était essentiellement le premier manuel de programmation informatique de l'histoire de l'humanité. Mais plus Grace passait de temps avec la machine, plus elle comprenait une chose fondamentale et profondément injuste. La machine était incroyablement rapide en calcul, mais absolument stupide. Elle ne pouvait pas faire un seul pas sans une instruction numérique détaillée. Et les humains, brillants mathématiciens, physiciens, ingénieurs, passaient des semaines de leur vie à traduire de belles et complexes pensées humaines dans le langage numérique primitif de la machine. L'homme était obligé de s'abaisser au niveau de la machine pour la faire fonctionner. Grace regardait les arbres mécaniques et les ampoules clignotantes, se demandant « Pourquoi devrions-nous parler le langage de l'ordinateur ?» L'ordinateur est un manipulateur de symboles. Pourquoi ne pas apprendre à la machine à comprendre notre langue ? Pourquoi ne pouvons-nous pas écrire des commandes avec des mots compréhensibles par l'homme et laisser à la machine elle-même le processus routinier de leur traduction en nombres ? En 1944, cette idée semblait être le comble de l'absurdité. Les scientifiques collègues étaient convaincus que les ordinateurs n'étaient que des calculatrices géantes, capables uniquement de faire de l'arithmétique. L'idée qu'une machine puisse comprendre des mots ou des lettres humaines allait à l'encontre de la nature même de la science de l'époque. Personne ne savait encore que cette femme miniature en uniforme de marine avait déjà commencé à concevoir mentalement une révolution qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Mais d'abord, elle et son équipe devraient bien faire face à des problèmes inattendus, dont l'un est littéralement entré en vol dans leur machine, donnant au monde un nouveau terme sans lequel il est impossible d'imaginer la programmation moderne. Le 9 septembre 1947, une fin d'été chaude et étouffante dans le Massachusetts. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais le travail au laboratoire de calcul de Harvard ne s'était pas arrêté une minute. L'US Navy exigeait des calculs balistiques de plus en plus complexes, et les ingénieurs disposaient désormais d'une nouvelle machine plus sophistiquée, le Mark II. Contrairement à son prédécesseur, cet ordinateur occupait un hangar entier et reposait sur des milliers de relais électromagnétiques, de petits interrupteurs mécaniques qui fermaient et ouvraient des circuits électriques avec un claquement sec caractéristique. Ce jour-là, Mark II s'est arrêté brusquement.
Le cliquetis assourdissant des relais s'est tu, et un silence angoissant s'est installé dans le laboratoire. Les opérateurs à la console de commande vérifiaient fébrilement les relevés des instruments. La machine ne donnait aucun résultat. Le programme avait planté. Grace Hopper et son équipe ont immédiatement commencé le diagnostic. À cette époque, la recherche d'une erreur dans un ordinateur n'avait rien à voir avec la lecture de lignes de code sur un écran. C'était un travail physique épuisant. Les ingénieurs devaient littéralement grimper à l'intérieur de la machine, armés de lampes de poche et de schémas de la taille d'un drap, pour vérifier méthodiquement des milliers de contacts électriques. Pas à pas, suivant le signal électrique à travers les panneaux massifs, l'opérateur William Burke arriva au panneau numéro F, il dirigea sa lampe de poche vers le relais numéro 70 et s'immobilisa. Entre les contacts métalliques du commutateur était coincé un minuscule insecte carbonisé. C'était une phalène commune, qui était entrée dans le laboratoire par la fenêtre ouverte, attirée par la chaleur et la lumière des lampes, et avait accidentellement court-circuité le circuit avec ses ailes. Le relais mécanique s'était refermé sur elle, interrompant le courant électrique. Burke sortit prudemment une pince et retira l'insecte écrasé du mécanisme. Grace Hopper, qui se tenait à côté du journal de bord de la machine, prit la mitre, la colla soigneusement sur une page du journal avec un morceau de ruban adhésif et nota à côté l'heure, 15h45. Sous le ruban adhésif avec l'insecte, elle fit une annotation historique, premier cas réel d'un bug trouvé. En anglais, le mot insecte se dit bug. Le terme bug, dans le sens de dysfonctionnement technique, était utilisé par les ingénieurs dès l'époque de Thomas Edison au XIXe siècle, mais c'est Grace Hopper et son équipe qui ont définitivement lié ce mot aux ordinateurs. Depuis, le processus de recherche et de correction des erreurs dans les programmes est appelé débugage, littéralement débarras des insectes. Le journal avec la mitre collée y est toujours conservé au Musée national d'histoire américaine du Smithsonian comme preuve matérielle des premières difficultés de l'ère informatique. Cet incident avec le papillon de nuit était amusant, mais il soulignait une fois de plus l'absurdité de la situation des programmeurs de l'époque. Leur travail consistait en une lutte interminable avec des détails physiques et des tableaux de chiffres ahurissants. Grace voyait des mathématiciens brillants passer 90% de leur temps non pas à résoudre le problème scientifique lui-même, mais à le traduire laborieusement en code numérique compréhensible par la machine. Chaque fois qu'il fallait calculer le sinus d'un angle, le programmeur ne pouvait pas simplement taper la commande « calculer le sinus ». Il devait écrire manuellement une longue séquence de dizaines de commandes numériques qui implémentaient la série de Taylor pour trouver le sinus. Si la même fonction était nécessaire dans un autre programme la semaine suivante, le programmeur devait réécrire toute cette séquence de nombres ou trouver l'ancienne bande perforée et la coller physiquement à la nouvelle. C'était lent, fastidieux et entraînait inévitablement des erreurs humaines. Ces mêmes bugs, qui n'avaient pas d'ailes, mais arrêtèrent la machine aussi sûrement. En 1949, Grace Hopper quitta la réserve de la marine avec les honneurs et passa dans le secteur privé. Elle rejoignit la société de John Moseley et Presper Eckert à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ces deux ingénieurs étaient les créateurs de l'ENIAC, le premier ordinateur entièrement électronique. Leur entreprise développait maintenant un nouveau projet appelé UNIVAC, Universal Automatic Computer. C'était une machine de nouvelle génération. Elle utilisait des bandes magnétiques au lieu de cartes perforées en papier, stockait des données à haute vitesse et était conçue non seulement pour les calculs militaires, mais aussi pour les affaires commerciales. En travaillant sur le UNIVAC, Grace a obtenu la liberté d'élaborer une idée qui mûrisait dans sa tête depuis les nuits précédant le Mark I. Elle a commencé à rassembler sa propre bibliothèque de morceaux de code fréquemment utilisés. Elle les inscrivait dans des cahiers, attribuant à chaque morceau une désignation alphabétique. Bientôt, elle réalisa qu'elle pouvait enregistrer ces morceaux de code standardisés directement sur la bande magnétique de l'ordinateur lui-même. Sa pensée révolutionnaire était la suivante. Et si le programmeur n'avait plus à écrire de longs codes numériques pour les opérations de routine ?
Et si une personne pouvait simplement écrire un court symbole alphabétique, par exemple, le mot « additionner », et que l'ordinateur trouve lui-même le morceau de code nécessaire dans sa bibliothèque sur bande magnétique, l'extrait et l'insère dans le programme final. Grace a proposé de créer un programme spécial dont la seule tâche serait de traduire les abréviations compréhensibles par l'homme en code numérique machine. Essentiellement, elle a proposé d'apprendre à l'ordinateur à se programmer lui-même. Elle a nommé ce programme conceptuel « compilateur », car sa tâche était de rassembler ou compiler un grand programme à partir de petites parties préfabriquées. Lorsque Grace présenta cette idée à la direction et à ses collègues mathématiciens en 1951, la réaction fut dédaigneuse. On lui dit qu'elle était devenue folle. « Les ordinateurs ne peuvent pas comprendre les mots anglais », déclarèrent des professeurs et des ingénieurs respectés. « Un ordinateur ne peut que faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions de nombres. Il ne peut pas travailler avec du texte. Vous essayez de forcer une machine à faire quelque chose dont elle est physiquement incapable. » Au début des années 50 du siècle dernier, le paradigme de la pensée scientifique était strictement limité. L'ordinateur était considéré exclusivement comme un calculateur ultra rapide. L'idée qu'une machine de calcul puisse manipuler non seulement des chiffres, mais aussi n'importe quel symbole représentant des informations, semblait hérétique. Les dirigeants de l'entreprise ont refusé d'allouer un financement et du temps machine au projet de Grace. Mais l'amiral, et alors simple mathématicienne pour une entreprise privée, Grace Hopper était réputée pour son entêtement. Sa devise préférée, qui la rendra célèbre dans le monde entier plus tard, était « Il est plus facile de demander pardon après que de demander la permission avant ». Ignorant les moqueries de ses collègues, elle rassembla un petit groupe de personnes partageant les mêmes idées et commença secrètement à développer le premier compilateur de l'histoire pendant son temps libre. La nuit, dans des laboratoires vides, entourés de racks d'univac bourdonnants et de bobines de bandes magnétiques tournantes, Grace se préparait à prouver au monde scientifique entier que les machines étaient capables de bien plus que de simplement compter des obus. Fin du printemps 1952, les laboratoires de la société Eckert et Moseley à Philadelphie, récemment rachetés par la corporation Remington Rand. Grace Hopper se tient devant l'immense pupitre de commande de l'Univac numéro 1. La machine est impressionnante. Des armoires métalliques géantes atteignant le plafond, des ampoules clignotantes sur le panneau opérateur et des bobines rotatives de bandes magnétiques métalliques d'un demi-pouce de large. Grace, sur la bande était enregistré un programme que Grace avait simplement appelé « Système A0 ». C'était le premier compilateur de l'histoire du monde. Le principe de fonctionnement d'A0 était génial dans sa simplicité, mais révolutionnaire dans son essence. Grace apprit de nombreuses procédures mathématiques standards que les programmeurs réécrivaient manuellement des millions de fois auparavant et a enregistré leur version numérique sur une longue bande magnétique divisée en secteurs. Elle a attribué à chaque sous-programme un identifiant court, un appel. Le programmeur n'avait plus besoin de traduire une tâche complexe en code machine binaire ou octal. Il lui suffisait d'écrire une courte instruction sur papier. Par exemple, un appel à une sous-routine pour extraire la racine carrée, puis un appel pour additionner, puis un appel pour imprimer. Cette courte instruction était ensuite transférée sur des cartes perforées ou sur bande. Lorsque le système A0 était lancé sur l'Univac, la machine lisait ces courtes commandes, recherchait elle-même les sous-routines nécessaires dans sa bibliothèque magnétique, les extrayait elle-même, les reliait elle-même avec les bonnes adresses mémoire et produisait en sortie un programme complet, long et sans erreur en code machine que l'ordinateur pouvait exécuter immédiatement. L'opérateur appuie sur le bouton de démarrage. De lourdes bobines de bandes magnétiques commencent à tourner avec un sifflement caractéristique. La bande passe à travers les têtes de lecture à une vitesse de 100 pouces par seconde. Les voyants du panneau de commande clignotent frénétiquement, indiquant que le processeur traite les informations. Plusieurs minutes s'écoulent. L'imprimante d'Univac, appelée Uniprinter,
s'anime dans un grand claquement. Des caractères métalliques frappent le papier à travers un ruban encreur. Grace arrache la feuille et la parcourt du regard. Des rangées parfaites de code machine, générées sans une seule erreur, sont imprimées sur le papier. La machine vient de faire en 5 minutes le travail qu'un brillant mathématicien aurait mis 2 semaines de labeur acharné avec un crayon et une règle à calcul. La machine s'est autoprogrammée. C. Lorsque Grace présenta les résultats du travail d'A0 à ses supérieurs chez Remington Rand Corporation et à ses collègues de la communauté scientifique, la réaction fut inattendue. Au lieu de reconnaissance, elle se heurta à une méfiance sourde. De nombreux mathématiciens et programmeurs de la vieille école se sont sentis menacés. Ils étaient fiers de leur capacité à penser en code machine, la considérant comme une compétence d'élite, presque magique. La programmation était perçue comme un art réservé à quelques élus. L'idée qu'une partie routinière de ce travail puisse être confiée à la machine elle-même leur semblait une profanation. De plus, ils affirmaient que le code généré par un compilateur ne serait jamais aussi efficace, rapide et élégant que le code écrit à la main par un programmeur expérimenté. « Personne ne m'a cru », se souvient plus tard Grace. « J'avais un compilateur fonctionnel et personne ne voulait y toucher. » Il disait que les ordinateurs ne pouvaient que faire des calculs. J'ai essayé pendant des mois de leur expliquer qu'un ordinateur est une machine de traitement de données, et peu importe ce que ces données représentent, des nombres, des lettres ou des symboles. Mais Grace Hopper n'avait pas l'habitude de reculer. Si la communauté scientifique ne voulait pas voir le potentiel de son invention, elle décida de s'adresser à ceux pour qui ce potentiel était vital, le monde des affaires et les militaires. Après le succès de A0, Grace et son équipe ont commencé à développer les versions suivantes du compilateur, A1, A2, A3. Avec chaque nouvelle version, elle faisait un pas de plus vers l'humain. En 1954, Grace a été nommée directrice du département de programmation automatique chez Remington Rand et elle a finalement obtenu un financement officiel pour ses projets. Elle a commencé à intervenir dans des conférences, à donner des conférences, à convaincre les responsables de grandes entreprises. Elle leur expliquait que les ordinateurs ne devaient plus être le jouet exclusif des physiciens nucléaires. Les entreprises avaient besoin de machines pour calculer les salaires, gérer les stocks, établir les factures et tenir la comptabilité des clients. Mais les hommes d'affaires ne connaissaient pas le langage machine. Ils avaient besoin de programmes qui comprendraient le langage des comptables et des gestionnaires. En 1955, l'équipe de Grace a commencé le développement du système Flowmatic. Ce fut le premier langage de programmation de l'histoire à utiliser des mots anglais complets pour écrire les commandes. Alors que A0 opérait encore avec des appels symboliques courts, Flowmatic permettait aux programmeurs d'écrire des instructions telles que comparer le numéro de pièce avec le numéro de pièce et aller à l'opération d'X. Grace s'est de nouveau heurtée à une résistance acharnée. La direction de la société a déclaré que l'idée d'utiliser l'anglais pour les ordinateurs était absurde. Les ressources informatiques étaient trop coûteuses pour être consacrées au traitement de mots longs. Alors, Grace eut recours à la ruse. Pour prouver son point de vue, elle ordonna secrètement à son équipe d'écrire un compilateur capable de traduire des commandes non seulement de l'anglais, mais aussi du français et de l'allemand. Lors de la démonstration suivante, elle montra aux dirigeants comment l'ordinateur lisait des commandes en français et effectuait des calculs sans faute. L'effet fut stupéfiant. Lorsque les directeurs comprirent que la machine pouvait comprendre même des mots étrangers, le concept d'un langage de programmation en anglais ne leur parut plus de la fantaisie. Flowmatic a été officiellement lancé en 1958 et est immédiatement devenu un succès auprès des clients commerciaux d'Univac. Des entreprises comme DuPont et la John Hancock Mutual Life Insurance Company ont pu pour la première fois former leurs commis et analystes à la programmation informatique en quelques semaines, au lieu d'embaucher des mathématiciens titulaires d'un doctorat. Le concept de compilateur de Grace Hopper a brisé le mur impénétrable entre l'homme et la machine. Elle a démocratisé l'accès aux ordinateurs.
Mais ce n'était qu'un premier pas. Une crise d'une ampleur incroyable se profilait à l'horizon. À la fin des années 50, chaque entreprise produisant des ordinateurs, IBM, Remington Rand, Honeywell, RCA, a commencé à sortir ses propres langages de programmation et ses propres machines. Ces machines ne pouvaient pas communiquer entre elles. Un programme écrit pour un ordinateur était absolument inutile sur un autre. Le ministère de la Défense des États-Unis, le plus grand acheteur d'ordinateurs au monde, a été confronté à une catastrophe. Ils dépensaient des millions de dollars à réécrire des programmes chaque fois qu'ils achetaient une nouvelle machine. Un besoin urgent se faisait sentir de créer une norme unique et universelle qui pourrait unir le monde informatique tout entier. Et au centre de cette tâche colossale se trouvait à nouveau une femme miniature dotée d'une volonté de fer et d'une autorité incontestée. Le 8 avril 1959, Washington, D.C. Dans l'une des vastes salles de conférence du Pentagone, plus de 40 personnes étaient réunies. Parmi elles, se trouvaient des représentants de premier plan du monde universitaire, des ingénieurs des plus grands fabricants d'ordinateurs, tels que IBM, Remington Rand, Honeywell, Sylvania, Burroughs et de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense des États-Unis. L'atmosphère dans la salle était tendue et nerveuse. Chaque entreprise cherchait à promouvoir son propre langage de programmation afin de dominer le marché en pleine croissance de l'informatique commerciale et gouvernementale. L'instigateur de cette réunion fut Charles Phillips, directeur du Bureau de la recherche sur les systèmes de gestion des données du ministère de la Défense. Le département militaire dépensait des sommes colossales pour créer des programmes informatiques de gestion de la logistique, des entrepôts, du personnel et des finances. Mais chaque fois que le Pentagone achetait un nouvel ordinateur auprès d'un nouveau fabricant, tout ce code logiciel devait être jeté et réécrit à partir de zéro. Les ordinateurs ne se comprenaient pas mutuellement. Le langage d'une machine était totalement étranger à une autre. C'était un véritable Babel de l'ère informatique, et cela coûtait des millions de dollars à l'État. Phillips s'est tourné vers Grace Hopper, dont l'autorité dans le domaine de la programmation automatique était alors incontestée. C'est son langage Flow-Matic, créé en 1955, qui a prouvé au monde entier que les ordinateurs étaient capables de comprendre des mots anglais et de gérer avec succès des tâches commerciales. Grace est devenu l'un des principaux conseillers techniques du nouveau comité, qui a reçu le nom de CODASIL, Committee on Data Systems Languages. La tâche du comité semblait irréalisable, créer un langage de programmation unifié et standardisé pour les entreprises qui fonctionnerait sur n'importe quel ordinateur, quel qu'en soit le fabricant. Et ce langage devait être si simple qu'il pourrait être lu et compris, non seulement par des mathématiciens titulaires d'un doctorat, mais aussi par des gestionnaires ordinaires, des comptables et des officiers de logistique. Le travail sur le nouveau langage a commencé immédiatement. Grace Hopper n'était pas la seule auteure de ce langage. Des dizaines d'esprits brillants de différentes entreprises y ont travaillé. Mais ce sont ces idées, intégrées dans Flow-Matic, qui sont devenues la base fondamentale du nouveau développement. De plus, c'est sa volonté, inflexible, sa diplomatie et sa capacité à trouver des compromis entre des sociétés rivales qui ont empêché le comité de se désintégrer. Pendant 6 mois intenses, le comité s'est réuni pour des sessions épuisantes qui duraient parfois 14 heures. Les débats étaient acharnés. Les représentants d'IBM promouvaient leur langage Comtran, insistant sur sa supériorité. L'équipe de Remington Rand, soutenue tacitement par Grace, défendait les principes de Flow-Matic. Les ingénieurs débattaient de chaque virgule, de chaque mot réservé, de la manière dont la machine devait traiter les décimales et formater les rapports. Grace Hopper rappelait constamment à ses collègues l'objectif principal. « Le langage doit ressembler à l'anglais », répétait-elle sans relâche. Si un homme d'affaires veut additionner les impôts à son salaire, il doit pouvoir l'écrire directement dans le code « Ajouter impôt à salaire ». Pas de symboles mathématiques, pas de formules abstraites. Nous écrivons un langage pour les gens, pas pour les machines.
En septembre 1959, le comité a présenté la première spécification du nouveau langage. Il a reçu le nom de COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL a représenté une véritable révolution dans le monde du logiciel. Ce fut le premier langage à posséder une structure rigoureuse rappelant les documents ordinaires. Un programme COBOL était divisé en 4 sections obligatoires. La première était la section d'identification, où était indiqué le nom du programme et l'auteur. La deuxième était la section d'environnement, qui décrivait les ordinateurs sur lesquels le programme serait compilé et exécuté. La troisième était la section de données, où étaient détaillés tous les fichiers et variables. Et enfin, la quatrième était la section de procédure, où se trouvaient effectivement les commandes, écrites en simples phrases anglaises. Grâce à cette approche structurelle, le code COBOL se lisait comme une instruction ordinaire en anglais. N'importe quel auditeur ou responsable pouvait prendre une impression du programme et comprendre ce qu'il faisait exactement, même s'il n'avait jamais écrit une ligne de code de sa vie. Mais le véritable défi pour COBOL ne fut pas sa création, mais sa mise en œuvre. En décembre 1960, le ministère de la Défense décida de tenir une démonstration publique pour prouver la viabilité du nouveau standard. Ce jour-là, dans différentes régions du pays, une expérience a eu lieu et a changé à jamais l'industrie. Le même programme, écrit en COBOL, a été porté sur 2 ordinateurs totalement différents, créés par des sociétés concurrentes, l'Univac 2 à Philadelphie et le RCA 501 dans le New Jersey. Les 2 machines avaient une architecture complètement différente, des processeurs différents et des jeux d'instructions différents. Les opérateurs ont chargé les cartes perforées contenant le code COBOL dans les lecteurs des 2 machines. Les compilateurs ont démarré, et le miracle, prédit par Grace Hopper des années auparavant, s'est produit sous les yeux d'une presse émerveillée et d'ingénieurs sceptiques. Les 2 machines ont compilé avec succès le texte anglais dans leur propre code machine unique. Les 2 programmes se sont exécutés sans faute. Les 2 machines ont produit des résultats absolument identiques. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le logiciel est devenu indépendant du matériel. Un programme n'était plus lié à une machine spécifique. Cette percée a ouvert la voie à la création d'une industrie logicielle indépendante, permettant aux entreprises d'écrire du code une fois et de l'utiliser pendant des décennies sur des générations successives d'ordinateurs. Le ministère de la Défense américain, réalisant le succès colossal, a publié une directive. Le Pentagone n'achètera aucun ordinateur commercial s'il n'est pas accompagné d'un compilateur COBOL. Cette décision a servi de catalyseur. Tous les fabricants d'ordinateurs ont été contraints d'obéir à la norme. Au cours des années suivantes, COBOL est devenu le monopoleur absolu dans le monde des calculs commerciaux. D'ici 1970, plus de 70% de tous les programmes commerciaux dans le monde étaient écrits en COBOL. Les banques, les compagnies d'assurance, les agences gouvernementales, les compagnies aériennes, les chaînes de vente au détail, toutes ont migré leur système vers ce langage. COBOL a traité des millions de transactions par carte de crédit, calculé des millions de retraites, géré les stocks d'entreprises gigantesques. Et derrière chacun de ces calculs, derrière chaque mot anglais dans le code, se trouvait la foi inébranlable de Grace Hopper en ce que les ordinateurs doivent servir les gens, et non l'inverse. Cependant, Grace elle-même ne s'est pas arrêtée là. Sa carrière dans la marine et dans l'industrie était loin d'être terminée. En 1966, à l'âge de 60 ans, Grace Hopper fut retirée de la réserve navale avec le grade de commandeur en raison de l'atteinte de l'âge limite. Elle déclara que ce fut le jour le plus triste de sa vie. Mais sa retraite ne dura pas longtemps. La marine américaine a rapidement réalisé que ses propres systèmes informatiques sombraient dans un chaos d'incompatibilité et d'inefficacité. 7 mois seulement après son licenciement, en août 1967, elle a été rappelée d'urgence au service actif pour une période de 6 mois
afin d'aider à standardiser les langages de programmation de la marine. Ces 6 mois se sont transformés en 19 ans. À l'âge de 61 ans, Grace Hopper est retournée au service pour diriger un projet colossal de standardisation des compilateurs COBOL pour l'ensemble de la marine. Là attendait une dernière grande bataille contre la bureaucratie et le chaos technologique. Une bataille qui lui apporterait la reconnaissance mondiale, des étoiles d'amiral et une place au panthéon des plus grands scientifiques du XXe siècle. 1er août 1967. Washington, D.C. Au Pentagone, Grace Hopper, âgée de 61 ans à l'époque, revêt à nouveau son uniforme bleu marine d'officier de la marine américaine. Son rappel en service actif était prévu comme une mission à court terme de 6 mois pour mettre de l'ordre dans le système chaotique des ordinateurs militaires. À l'époque, la marine utilisait des dizaines de langages de programmation différents et des machines incompatibles, ce qui entraînait des pertes financières considérables et des interruptions opérationnelles. Grace a été nommée directrice du groupe des langages de programmation de la marine. Sa tâche était, on ne peut plus clair, standardiser l'utilisation du COBOL sur toutes les bases navales et tous les navires. Mais la réalité s'est avérée bien plus complexe. Le problème ne résidait pas seulement dans le langage lui-même, mais aussi dans la manière dont les différents fabricants d'ordinateurs créaient leurs compilateurs pour celui-ci. Chaque entreprise produisant des ordinateurs, qu'il s'agisse d'IBM, de Honeywell ou de Control Data Corporation, ajoutait des fonctionnalités uniques et non standards à ces compilateurs COBOL. En conséquence, un programme écrit en COBOL standard pour une machine refusait de fonctionner sur une autre en raison de ses améliorations propriétaires cachées. Grace Hopper a compris qu'une seule norme linguistique ne suffisait pas. Il fallait un outil qui obligeait les fabricants à respecter strictement cette norme. En 1973, à l'âge de 66 ans, alors que la plupart des gens étaient depuis longtemps à la retraite, elle a initié le développement d'un système de certification des compilateurs. Elle a créé un ensemble de tests logiciels connus sous le nom de tests de validation COBOL. Ces tests sont devenus un véritable cauchemar pour les fabricants d'ordinateurs. Si le compilateur d'une entreprise ne réussissait pas les tests de Grace Hopper, la marine américaine refusait d'acheter les ordinateurs de cette entreprise. Étant donné que le Pentagone était le plus grand acheteur de matériel informatique au monde, les fabricants n'avaient d'autre choix que de se conformer. Grace Hopper, grâce à sa persévérance et à son génie technique, est devenue la dictatrice non officielle des normes informatiques aux États-Unis, obligeant les gigantesques entreprises à jouer selon ses règles. Son contrat de 6 mois a été renouvelé année après année. En 1973, elle a été promue au grade de capitaine de vaisseau de la marine. En 1983, à l'âge de 76 ans, grâce à une résolution spéciale du Congrès des États-Unis et à un ordre du président Ronald Reagan, Grace Hopper a été promue Commodore. 2 ans plus tard, ce grade a été renommé et elle est officiellement devenue contre-amiral de la marine américaine. Elle est devenue l'une des premières femmes dans l'histoire de la marine américaine à atteindre un si haut grade d'amiral. Au cours de ces années, le contre-amiral Hopper est devenu une légende vivante de l'industrie informatique. Elle sillonnait inlassablement le pays pour donner des conférences s'adressant à des milliers d'étudiants, d'ingénieurs et de militaires. Ces conférences faisaient toujours salle comble et elle fut surnommée Amazing Grace, une oratrice brillante capable d'expliquer les concepts les plus complexes dans un langage simple. L'une des aides visuelles les plus célèbres de ces conférences était les nanosecondes. Lorsque des généraux et des gestionnaires se plaignaient auprès d'elle du temps excessif nécessaire à la transmission des données par satellite, Grace a décidé de leur montrer la nature physique du temps dans le monde informatique. Elle s'est adressée aux ingénieurs en leur demandant de couper des morceaux de fil de cuivre d'une longueur de 11,8 pouces exactement. C'est la distance que la lumière, et donc le signal électrique, parcourt dans le vide en une nanoseconde. Une milliardième de seconde. Lors de ces conférences, Grace distribuait ces courts morceaux de fil à ses auditeurs en disant « Voici une nanoseconde pour vous. Tenez-la dans vos mains. » Ensuite,
Elle sortait un rouleau de fil de près de 1000 pieds de long et le jetait par terre. « Et ça, c'est une microseconde, » disait-elle à un public stupéfait. « Une millionième de seconde. Gardez cela à l'esprit lorsque vous concevez des systèmes satellitaires et que vous vous demandez pourquoi le signal est retardé. Vous ne pouvez physiquement pas faire voyager l'électricité plus vite que la lumière. » Cette astuce, simple mais géniale, a changé à jamais la façon dont des générations entières d'ingénieurs percevaient la vitesse de calcul. Le 14 août 1986, Boston, Massachusetts. Ce jour-là, à bord du plus ancien navire de guerre de la marine américaine, le Constitution, a eu lieu la cérémonie solennelle de la retraite du contre-amiral Grace Hopper. Elle avait presque 80 ans. Elle avait servi dans la marine pendant plus de 43 ans, devenant ainsi le plus ancien officier en service actif des forces armées des États-Unis. Lors de la cérémonie, elle a reçu la médaille du service exceptionnel du ministère de la Défense, la plus haute distinction en temps de paix qu'elle a reçue pour ses réalisations révolutionnaires dans le domaine de la programmation. Mais la retraite n'a pas signifié la fin de son travail. Jusqu'à sa mort en 1992, Grace a continué à travailler comme consultante principale chez Digital Equipment Corporation, continuant à donner des conférences et à inspirer les jeunes. L'héritage de Grace Hopper est inestimable. Aujourd'hui, alors que des millions de personnes dans le monde utilisent quotidiennement des smartphones, consultent des sites web et travaillent avec des bases de données, elle pense rarement que tout cela repose sur le concept de compilateur inventé dans les années 50 par une femme en uniforme de la marine. Selon les estimations des experts, il existe encore aujourd'hui plus de 220 milliards de lignes de code COBOL en activité dans le monde. Ce langage, créé avec la participation directe de Grace, traite encore environ 70% de toutes les transactions commerciales mondiales, y compris les virements bancaires, les réservations de vol et les calculs de paie. L'économie mondiale repose littéralement sur les fondations posées par l'amiral Hopper. De plus, l'idée même des langages de programmation de haut niveau, le concept selon lequel un humain peut écrire des instructions pour un ordinateur en mots et que la machine les traduira elle-même en chiffres, est devenue le point de départ de la création de tous les langages modernes, de C et Java à Python et JavaScript. Grace Hopper a appris aux ordinateurs à comprendre les humains. Elle a brisé la barrière entre la pensée humaine et l'exécution mécanique, changeant à jamais le cours de l'histoire technologique. Elle a anticipé une époque où les ordinateurs cesseraient d'être des calculatrices géantes pour un cercle restreint de mathématiciens et deviendraient des outils universels pour toute l'humanité. Comme elle l'a dit un jour, la phrase la plus dangereuse dans la langue est « Nous avons toujours fait comme ça ». Grace Brewster Murray. Hopper n'a jamais fait les choses comme il était d'usage, et grâce à cela, elle a changé notre monde à jamais.